Bienvenue dans Multifocus, le podcast qui fait le point sur vos écrans. Bonjour, je suis le Doc et je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de Multifocus. Et pour co-animer cet épisode, j'ai à mes côtés Lia. Bonsoir Lia, bonjour. Bonsoir Doc, ou bonjour comme tu veux. Ça va bien ? Toujours avec toi. Parfait. Bon, je parle un peu du nez, il faudra me pardonner. Hein. T'inquiète, au moment que tu parles dans le micro, ça suffit. Bon. Et un nouveau co-animateur, Didi. Bonjour Didi. Coucou. Ça va, pas trop stressé ? Ah non, ça va. Il est zen, le Didi. Oui, on va essayer. Bon, bah c'est parfait. Alors, je vous rappelle rapidement le principe du podcast. On part d'un film d'actualité qui nous donne un thème. Et ensuite, on va exposer plusieurs points de vue sur ce thème. Par exemple, aujourd'hui, le thème, le film d'actualité duquel on part, c'est Silence, le film de Martin Scorsese. Du coup, le thème, ça va être Martin Scorsese. Non, si on le dit pas Scorsese. Si on le dit à l'italienne. Et du coup, on va vous expliquer un petit peu, on va vous essayer de vous faire appréhender un peu mieux Martin Scorsese. Entre les Je deux. vais dire Scorsese, comme on dit à la française. Voilà. On dit pas française d'ailleurs, donc c'était beaucoup mieux. Et puis donc voilà, vous exposez un petit peu sa bio, ses différents films, etc. Et bien sûr, on va faire la critique de Silence. Donc du coup, je vous explique un petit peu le sommaire. On va déjà, en introduction, donner un petit peu, avec l'IA, ce qu'on a envie de voir, ce qu'on attend un petit peu dans les 4 prochaines semaines, en film et en série. Ensuite, on fera donc la critique de Silence, le film de Scorsese, de Martin, on va l'appeler, Martin, ça va être Martin au Japon. Ensuite, l'IA nous fera la bio de Martin. Donc, Didi passera ensuite sur une partie un peu plus, un peu plus underground de Martin Scorsese, c'est-à-dire la musique, son rapport avec la musique. Ouais, c'est quand même assez frappant, on va dire, dans sa filmo. Ouais, mais c'est pas ce qui est le plus connu. C'est que les gens ne sont pas assez mélomanes. Voilà, ensuite, moi, Doc, je m'occuperai de comment Scorsese traite les gangsters, les films de gangsters. Et puis ensuite, on finira l'émission avec le teasing de la prochaine. Voilà. Et on attaque tout de suite par ce qu'on attend. Tout à fait. Donc, Je t'écoute, Lia, c'est parti, nous t'écoutons. Donc le prochain film moi, que j'attends, ce sera Les Figures de l'ombre, qui va sortir au cinéma le 8 mars. C'est l'histoire en fait de la scientifique, je trouve plus son nom, Katherine Johnson, qui était une Afro-américaine qui a permis le voyage dans l'espace en 1962. Donc c'est l'histoire un peu de la ségrégation des femmes noires qui prennent le travail entre guillemets des hommes blancs. Donc je pense que ça peut être un film assez intéressant dans le sens où c'est un sujet assez connu mais pas dans la NASA, donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est porté par une actrice assez connue, Taraji Henson, qui est connue pour son rôle dans la série Empire et dans Person of Interest, mais aussi dans Benjamin Button. D'accord. Donc on verra ce que ça donne. Par contre, le réalisateur, Théodore Melfi, il a fait 3 longs métrages complètement inconnus au bataillon, mais bon. La bande-annonce c'est cool, donc... Parfait. Voilà. On verra ça. Alors moi, en film, j'attends avec impatience le prochain M. Night Shyamalan. J'espère que je l'ai bien dit. On va dire que oui. Qui s'appelle Split, avec James McAvoy, qui parle d'une personne. Donc James McAvoy incarne un schizophrène à multiples personnalités, 23 je crois, et il y a une 24e qui essaye de prendre le dessus, et la bande-annonce en tout cas est bien alléchante, et j'espère que on va retrouver le M. Night Shyamalan que moi j'aimais beaucoup, dans Sixième Sens notamment, et qui après c'est un petit peu galvaudé, a fait un petit peu... je trouve un petit peu de la merdouille quand même sur certains films, donc j'espère retrouver un petit peu ce M. Night Shyamalan des débuts.
Incassable, c'était quand même pas mal. Incassable aussi était bien. Ouais. Effectivement. Après, il y a After Earth, mais Et d'autres. on n'en parle pas. Voilà. Lia, une série que tu attends. Oui, la prochaine série, c'est une série qui s'appelle Feud, qui sort le 5 mars sur FX, pardon. Bon, fixe et fixe, c'est pareil. Donc c'est une série dans un univers rétro qui met en scène les conflits entre stars. Donc apparemment, alors il y a peu de nouveautés à propos de, enfin, peu d'informations plutôt à propos de cette série, mais sa première saison est basée sur le conflit entre Betty Davis et Joan Crawford. Bette Davis. Betty, c'est pareil. D'accord. Non, C'est une autre prononciation. Qui a eu lieu sur le tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane en 1962. Donc on va voir ce que ça va donner, surtout que c'est porté par des actrices assez connues. On a Suzanne Sarandon. Sarandon. Thelma et Louise. Oui, non, là, Thelma et Louise, The Rocky Horror Show, surtout. Janet. Et Janet dans Rocky Horror Picture Show. Ah, Ça, on fasse une important. émission là-dessus Ah. sur les films cultes comme ça pourrait être top. Ouais. Ok. Et Jessica Lange. Et Jessica Lange, King Voilà. Kong, King Kong, Big Fish. Voilà. s'il vous plaît. Donc on va voir ce que ça va donner. Parfait, merci Lia. Et moi, bien, j'attends en série télé, j'attends la deuxième saison, enfin j'attends de voir puisqu'elle est sortie déjà sur Amazon, c'est pas Amazon Prime, c'est Amazon Vidéo, enfin le Netflix d'Amazon, et c'est la deuxième saison de The Man in the High Castle, l'homme du haut château. La première saison était bien rendue par rapport au bouquin de Philippe Cadic, et c'est, enfin voilà, il y avait une bonne ambiance. Je trouvais ça des fois un petit peu lent, mais Parfois, souvent quand même. ouais, mais c'était le côté atmosphère, quoi. Ouais. Et c'est vrai que l'intrigue commençait à bien se dénouer, en tout cas bien se lier à la fin de la première saison. Donc j'attends de voir ce que va donner la deuxième. Donc ça, c'était ma recommandation à voir pour la série. Alors allons-y, on va passer maintenant, on va passer au vif du sujet. Priorité. Au vif on du est là. sujet à Monsieur Scorsese. Et... Ah, si tu vas tout dire. Ah oui, je vais tous les dire. Tout Scorsese à 0, Voilà. etc. Bref. Donc on va... on va y aller. C'est n'importe quoi cette deuxième émission. Oui. Donc on va commencer à faire la Critique du film. critique du film, Attention. s'il vous plaît, du film Silence. Que nous sommes aussi allés voir ensemble cette fois-ci. Exactement, nous sommes allés aller voir ce film ensemble. Ouais. Tu nous fais un petit pitch, Lia, du film? Alors, c'est l'histoire de deux jésuites portugais qui vont chercher leur mentor qui a disparu au Japon et qui, d'après la rumeur, se serait converti au bouddhisme. Alors, pour ces deux jeunes hommes, c'est impensable, donc ils veulent remettre à jour son ego, je sais plus comment dire. Bref, retrouver le retrouver et faire et retrouver sa foi. et quoi. refaire retrouver sa foi et échanger les rumeurs en fait, concrètement. Effectivement. C'est donc c'est un film sur la religion, les religions, les conflits des religions. Exactement. Et est-ce que on peut faire, c'est un peu l'huile et l'eau. Est-ce qu'on peut mélanger la religion catholique, jésuite, chrétienne, dans un pays asiatique? C'est ça, avec leur culture qui ne voit pas les choses pas du tout comme on peut voir en Occident. Donc c'était cette question qui a été traitée tout le long. Et moi je peux dire que je trouve qu'elle a été bien traitée. Je sais pas ce que t'en penses, mais on n'a pas de réponse. Ça c'est bien. On a que des questions. Ouais, presque. Moi je trouvais que c'était un film qui était très très beau, autant visuellement que par ces personnages qui sont développés d'une façon hyper intéressante, des personnages qui sont torturés, qui se posent beaucoup de questions, qui sont pas dans la foi directe, ils sont pas on croit à tout, on accepte tout, c'est Dieu et Dieu est là. C'est vraiment des personnages qui se posent des questions, qui doutent. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Ouais, ça pose vraiment la question du doute de l'existence de Dieu, de quel Dieu, est-ce qu'on se serait pas gouré à un moment, est-ce que
c'est une question voilà cruciale, et c'est vrai elle est vraiment bien traitée. Enfin, les acteurs sont déjà pas mauvais du tout. Oui, oui, oui. Même si la performance d'Andrew Garfield a été quand même sévèrement critiquée. Hein. Il y a eu des retours comme quoi il a pas bien porté son rôle. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Hein. Je trouve qu'il a quand même été assez pertinent dans sa prestation. Ouais, complètement habité par la foi et enfin une espèce de pas de fou de Dieu, mais en tout cas voilà de missionnaires comme on pouvait les imaginer en Amérique latine ou quoi. Et là c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des missionnaires qui vont en Amérique latine, qui vont en Afrique, etc. Mais pas le côté japonais. Et du coup se heurter à quelque chose où enfin à une population qui ne veut pas, qui n'accepte pas et qui n'est pas prête au final. Qui n'adhère pas, voilà, qui n'est pas prête. Et c'est vrai que j'ai trouvé que effectivement c'était super bien traité, quoi, super bien mené. Les images effectivement étaient sublimes. Ah ça on peut pas lui enlever quoi. Voilà, chaque image est vraiment travaillée au niveau des couleurs, du cadrage, de la composition, etc. Ça c'est vraiment super. Petit bémol, en tout cas de ma part, le film dure 2h40 et comme beaucoup de films de Scorsese, et j'ai trouvé que il y avait une demi-heure de trop. J'irais presque à dire 1 heure. Ah oui, carrément. Ah moi je vais dans le tas. Après c'est peut-être ce qui permet aussi de donner cette ambiance, ce que je me suis dit après coup, parce que c'est un film posé, c'est un film tranquille, il n'y a pas de musique dans ce film, ce n'est que des bruitages. Donc on sent le temps passer et en même temps c'est ce qui se passe aussi pour les personnages. Donc c'est vrai qu'il est long, mais ça s'y prête. Ça s'y prête, c'est contemplatif, mais au bout d'un moment on a compris la contemplation, donc voilà, enfin c'est pourquoi quoi, enfin pourquoi aller plus loin là-dedans. J'ai trouvé que c'était un petit peu de l'acharnement, pas thérapeutique, mais un petit peu de l'acharnement dans le côté contemplatif et explicatif. Moi, ça m'a quand même gêné. Donc voilà, on comprend. Oui. Le truc. Pourquoi aller un peu plus loin? Je pense qu'après chacun voit sa limite aussi en fait dans le côté mystique. Est-ce que on a besoin d'autant ou pas, enfin voilà quoi. Donc là c'est vraiment une question très personnelle quoi en fait. Voilà. De la même façon, on pourrait aller peut-être un peu plus loin dans le film. Toutes les images choquantes en fait qu'on voit dans le film, les scènes de torture, etc. En fait, voilà, chacun y voit un petit peu sa limite en fait, parce que un des thèmes en fait du film, une des questions aussi, c'est qui me semble moins importante, c'est est-ce que en gros est-ce que la foi vaut le coup en fait de faire torturer des gens? Ouais, c'est une des questions principales. Est-ce que voilà la foi en une religion en fait est-ce que ça mérite en fait de faire torturer tous les convertis qu'il y a en fait au Japon, ou est-ce qu'au final il vaudrait mieux pas faire le choix de l'apostasie et puis voilà, les choses iront peut-être beaucoup mieux. Et c'est vrai que du coup, voilà, ça dépend de la grille de lecture qu'on veut appliquer en fait au film, et où est-ce qu'on veut aller dans le trip mystique quoi. Ah, c'est vrai ce que tu dis, Didi, mais voilà, après c'est j'ai eu du mal, pas avec le côté torture, etc. Voilà, tout ce qui est expliqué, justement, toute cette partie-là était vachement intéressante, mais c'est vraiment le côté contemplatif. Enfin, le côté contemplatif, le côté on montre des belles images, quoi. Et en même temps, ça c'est un côté très japonais ce calme, cette nature, tout ça, c'est vachement japonais. Donc c'est finalement, est-ce que c'est pas aussi ce mélange des cultures à travers ces tortures occidentales et ces moments plus contemplatifs, le côté oriental plus posé, plus
Et en même temps, les tortures, elles sont... Enfin, on va éviter de trop spoiler, mais enfin, les tortures, elles sont pas occidentales, elles Oui, sont non, orientales. évidemment. En même temps, enfin, c'est pas spoilé. Je veux dire, dès les premières Oui. scènes, il Ouais. y a ces gars qui sont attachés sur une croix et qui sont noyés. Bon, Et puis dans la voilà, bande. c'est un peu dans ta face, quoi. Hein. Ouais, Au moins, t'en tu sais prends tout plein de la suite où gueule. tu mets les pieds, quoi. Voilà. Donc, bon. Ouais, mais en tout cas, bah, voilà, c'est une petite critique qu'on peut en faire, mais c'est vrai que le film est magistral. Enfin voilà, est vraiment superbement traité, bien pensé. C'est une adaptation. Oui, d'un bouquin. roman qui a été écrit par un japonais, qui avait déjà été adapté par le passé au Japon, mais qui cette fois est reprise par notre très cher ami Scorsese. Par Martin. Martine. À noter, Martine est- à noter très Ouais. agréablement, en fait, c'est que Scorsese, donc pour ce film, a vraiment fait un énorme travail, en fait, sur comment dire, il a énormément travaillé, donc avec des équipes japonaises aussi, en fait. Donc nous, c'est vrai qu'en tant qu'occidentaux, on le sait peu, mais il y a énormément d'artistes japonais, enfin d'acteurs japonais, etc., en fait, qui sont très connus là-bas, et qui participent donc au film, et qui ont des rôles principaux. Et donc ça s'équilibre, en fait, Ça, c'est bien. vachement. Et c'est hyper appréciable, en fait, si tu veux, parce que c'est enfin un film d'occidentaux chez les Asiatiques, avec des Asiatiques, et qui quand même s'inquiètent un petit peu, voilà, de s'intégrer aussi dans la culture telle qu'elle est à l'heure où est fait le film. Elle s'intègre aussi dans le cadre culturel, comment dire, enfin japonais, quoi. Voilà. Et ça a beaucoup été apprécié, je sais, au Japon, où voilà, les gens ont dit, ah ben voilà, enfin, on est un peu intégré dans des trucs qui parlent de nous. C'est quand même pas mal. C'est mieux. Ça nous parle, quoi. Voilà. C'est ça. Ça leur a beaucoup plus parlé qu'un film occidental, Voilà. classique qui va parler du Japon. Sans forcément intégrer des trucs, des vrais éléments japonais, enfin voilà, des vrais acteurs japonais ou quoi que ce Ouais. soit. C'est vrai que finalement, l'importance qu'il a donnée au décor, c'est juste sublime. Enfin, on est vraiment et dans l'époque et dans le lieu. Il n'y a jamais de fausses notes. C'est juste parfait. Il y a pas, il y a aucune, enfin, on se retrouve pas avec une bouteille de gaz sous un char dans Gladiator, quoi. Certes. Si, avec ça dans Gladiator. Ne parlons pas de ça. Ne me lancez pas. Retiens-toi. Donc, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un beau film. C'est pas un film habituel chez Scorsese. Ouais. Pourtant, c'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur. Là, je vais un peu bifurquer sur la partie bio. Mais Bah écoute, on va pouvoir faire la transition Ouais, du on va coup. faire la Nous je vais vous laissons, parler un peu. lancer la bio, Ah oui, la bio non, de parce que- Scorsese. Allons-y, c'est parti. Parce que du coup, Jingle. donc Scorsese, en fait, par rapport à leur religion, il a un passé assez marqué, c'est-à-dire que sa famille sicilienne, qui a grandi, enfin, il a grandi dans Little Italy, dans New York, enfin dans le quartier Little Italy. En fait, il était asthmatique étant enfant. Alors, ça paraît anodin, mais en fait, du coup, ça fait que c'était quelqu'un qui ne pouvait pas faire de sport, qui était un enfant finalement très calme. C'est ce qui l'a mené au cinéma, parce que c'est son père qui l'amenait tout le temps au cinéma. Mais également, c'est ce qui l'a mené à la religion, parce que son endroit préféré dans son quartier, c'était l'église. Enfin, c'était la cathédrale. Et il est devenu enfant de cœur. Il a été pris sous son aile par le père principe. Alors, le dire en anglais, principe. Donc c'est le père principe, je vais faire à la française, hein, qu'il a pris sous son aile pendant une bonne dizaine d'années. Scorsese voulait faire le séminaire, Ouais. mais au bout d'un an il a abandonné parce que c'était pas pour lui, enfin ça lui convenait pas, donc très bien. Et donc cette religion, c'est quelque chose qui l'a énormément marqué. On a pu le voir aussi avec son film, bien sûr, La dernière tentation du Christ, Bien où là on retrouve vraiment des corrélations avec Silence qui sont non négligeables entre ce doute constant, ce Jésus qui se détourne de Dieu mais pas complètement, qui se pose beaucoup de questions, et là on se retrouve avec ce prêtre qui se pose autant de questions.
On retrouve aussi de façon très importante, même dans tous ces films, au final, on retrouve le traître, on retrouve Judas. Alors essentiellement quand même dans Mean Street, La dernière tentation du Christ et Silence. Le traître est un sujet qui va le marquer sur toute sa carrière. On pourra aussi le voir sur le gangster, bien évidemment, dans Les Affranchis, Casino, Taxi Driver ou À tombeaux ouverts. On a vraiment, à moindre échelle évidemment, mais on a toujours ce traître qui est très très important pour lui et qui va donc marquer ses films et son histoire. Donc d'ailleurs, excuse-moi, souvent dans ces films, on a toujours un petit rapport à la religion. Enfin, il y a toujours les personnages qui sont croyants, qui vont dire une bénédicité avant de manger, qui vont aller dans une église pour faire telle ou telle chose. Il y a toujours ce rapport-là qui est présent, même petitement ou beaucoup plus de manière plus importante. C'est ça. Il y avait Michael Henry Wilson, qui est l'auteur d'un livre d'entretien avec Scorsese, qui disait « Dès qu'il touche une caméra, Scorsese aspire à filmer la vie de Jésus. » C'est dire à quel point cet homme est marqué par cette religion catholique, et surtout par Jésus, parce que c'est un sujet qui lui tient très très à cœur. Donc là, au final, on retrouve dans Silence, c'est son rêve de gamin, parce que ça y est, il arrive à aller au bout. Silence, c'est un film qu'il a pensé pendant des années. Il avait commencé à le penser quand il tournait Kundun. Kundun. Oui, quand on le voit écrit, il dit, c'est différent. Kundun. Donc Kundun, qui traite aussi de la religion, mais d'un aspect totalement différent, puisque c'est sur le Dalai Lama. Le dernier. Voilà, sur sa jeunesse, sur sa pour le moment. Voilà. Celui en place pour le moment, oui. Et en fait, là, c'est toujours sur la religion, enfin, c'est l'autre aspect de la religion, c'est encore le doute, c'est encore la question, et c'est surtout l'aspect méditation de la religion qui l'intéressait quand il a fait ce film-là. Donc, Silence ne sort pas de nulle part. On sait d'où ça vient, fallait que ça arrive, il l'a fait, et je pense qu'il l'a bien fait. Et ça se sent. Ouais, et je pense que, ouais. Ça c'est clair. Donc ça c'est pour sa bio qui s'oriente sur Silence. Après de façon plus générale, Scorsese a une maîtrise de ciné de l'université de New York. Donc après avoir fait le séminaire, il est parti à l'université de New York faire une maîtrise de cinéma. Tout va bien. Un grand écart. Voilà, c'est ça. Il va très rapidement rencontrer ses acteurs fétiches, Harvey Keitel et Robert De Niro, évidemment. Puis plus tard aussi Leonardo DiCaprio. Et en fait, sa carrière est parfaitement linéaire. Le mec commence avec Taxi Driver, l'histoire de vétéran. Et puis c'est pas mal. Et puis... Pas tout à fait son premier film, enfin c'est ce qui a permis de le faire bien connaître en tout cas et sortir du lot. C'est une liste complètement arbitraire. Mais on va dire c'est ses grands points. Donc Taxi Driver, ensuite il a fait New York, lui qui a pas très très bien marché, mais il s'est rattrapé très vite par Raging Bull. Là, c'est bon, en 1980, il pose les bases. C'est ça. Là, il va tenter, il va commencer son travail sur la foi puisqu'il va faire La dernière tentation du Christ. Et en parallèle de ça, il va ouvrir The Film Foundation en 1990. C'est une fondation pour la sauvegarde du cinéma mondial en fait, pour la restauration et le sauvegarde du patrimoine. Donc on voit que c'est quelqu'un qui, au-delà d'être un très bon réalisateur, c'est un cinéphile au possible puisqu'il tente à ce point-là de respecter tout ce qui existe et de le faire ressortir. Donc ça c'est hyper important. Ensuite il va faire Kundun. En 1997. Martin chez les Tibétains. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc là, jusqu'à maintenant, il a eu pas mal de récompenses, mais pas des très grosses. Et puis sort Les Infiltrés en 2006. Et là, l'Oscar, ça y est, bam. On arrive. On prend son premier Oscar, le meilleur réalisateur. En même temps, le film, pas mal, avec Jack Nicholson, Matt Damon, Mark Wahlberg, Leonardo DiCaprio, bon, on accepte. Bon casting. Et ce sera pour l'instant son plus grand succès public qu'il aura fait connaître. Après, on continue avec Shutter Island en 2010, Hugo Cabret en 2011, qui sera le premier film pour enfants, premier et pour l'instant dernier, film pour enfants de Scorsese.
Je recommande pas les autres pour les mômes, ouais. Oui, non. Non, c'est moyen. C'est d'ailleurs très surprenant de lui parce que c'est pas du tout un thème qui lui parle au final. Parce Le que... film pour enfants, non, mais ça raconte quand même l'histoire de Georges Méliès ça, et comment il a terminé dramatiquement. Enfin, c'est donc quelque part c'est dans la lignée de ce qu'il aime par rapport à la sauvegarde des films, etc. Donc c'est un hommage justement à ce grand homme qui était Méliès et qu'on oublie régulièrement. On parle des frères Lumière, mais on parle très peu de Méliès. Pourtant, il a fait des films incroyables. C'est lui qui est le père des effets spéciaux actuels. C'est ça. Voilà. Bref, je pourrais en parler pendant des heures de Méliès. C'est Méliès en même temps. Je te laisse continuer. Et après, donc, son dernier film avant Silence, c'était Le Loup de Wall Street. Complètement à l'autre bout, Hugo Cabret, Le Loup de Wall Street, tout va bien. Il faut pas se tromper quand on emmène son enfant voir le film. Hein, c'est ça. Voilà. Alors, en même temps, là, c'est pareil, je recommande pas d'emmener son môme voir Silence, hein, quand même. Non, c'est vrai. Et dans sa carrière, il aura été moyennement productif, finalement, parce qu'il aura fait 24 longs métrages. Donc il a 74 ans maintenant, hein. Il a commencé très jeune, donc c'est... Mais je crois qu'il a fait à peu près un film tous les 2 ans. J'avais vu ça, c'était assez régulier. C'est quand même pas mal. Mais ce qu'il y a aussi, enfin moi je reviendrai après là-dessus, sur donc le travail qu'il a fait en fait avec la musique. Il a aussi travaillé sur énormément de documentaires, tout un tas de choses comme ça en fait. Il a fait 10 documentaires, 9 courts-métrages et 2 clips. C'est ça. Donc les longs-métrages ne sont pas que son... Et donc au final, il est quand même sur énormément de projets. Effectivement, après, question long métrage, il est peut-être pas super productif, encore que moi j'aimerais bien avoir sa bio. Punaise. Mais il travaille quand même sur pas mal de projets, quoi. Ouais. Et en parallèle à ça, il sera président du Festival de Marrakech en 2013. Il sera aussi président du Festival de Cannes en 98. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est cinéphile au possible, qui est respecté dans la profession. Il va recevoir des récompenses. Par exemple, il a reçu en 2015 le prix Lumière de l'Institut Lumière de Lyon. C'est sympa, mais ça marche bien. Et voilà, en fait, grosso modo, d'où vient notre très cher ami Martin Scorsese. J'ai bien dit. Très bien. Bravo. On y va. Merci, Lia. On va continuer avec la musique. Ouais. Du coup, puisqu'on en a parlé avec cette histoire de documentaire, etc. C'est ça, voilà. Ouais. Après, on reviendra un petit peu sur la bio, enfin, au fur et à mesure des sujets, hein, de ce que Didi va nous dire, de ce que je vais vous dire sur les gangsters. Mais c'est vrai que voilà, au moins la bio, elle est posée. Elle est posée. Mais parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup en fait. Mais Scorsese a énormément travaillé en fait avec le monde de la musique. D'ailleurs, en fait, c'est assez frappant une fois qu'on le sait. En fait, dans la plupart de ses films, il y a des choix musicaux qui sont très frappants, qui sont de très très bonne qualité, des chansons qui marquent bien leur époque, par exemple, etc. Le meilleur exemple, entre autres parce que je l'ai vu dernièrement du coup, je l'ai revu dernièrement, c'est Casino, en fait, où la musique ne s'arrête quasiment jamais. C'est à chaque fois des chansons hyper iconiques de leur époque, et en plus si on suit bien toute la trame, parce que ça se passe sur plusieurs années et c'est entre autres à cheval sur au moins 2 décennies, la musique évolue en même temps. En fait, on commence avec musique rhythm and blues, des trucs vraiment super bluesy rock, etc. Et on finit avec vraiment la musique hyper années 80. Enfin voilà quoi. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui sait très très bien choisir sa musique, qui sait travailler aussi avec la bande son en fait de ses films, etc. Et d'ailleurs en fait c'est quelque chose qu'on réalise à contrario en fait dans Silence, puisque justement Anna pas. Il n'y a pas de bande son. Apparemment, il a très très bien travaillé par contre avec quelqu'un qui rend une atmosphère propice, on va dire, au film. Oui, voilà. le donc montage, tout ça, c'est... là aussi, il y a quand même tout un travail, quoi, en fait, là-dessus.
Bah, notamment le générique, enfin la séquence d'entrée du C'est ça. film. Ouais. Il y a pas de son, enfin on part sans son et puis d'un Mhm. coup ça monte des bruits Mhm. d'animaux, des bruits d'insectes et d'un coup plaf, effectivement Silence et là pouf le Mhm. titre arrive, Mhm. Silence, clac, ça pose le truc. Ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu cheesy, quoi, en Ouais, fait. c'est C'est un peu facile, quoi. Voilà. Mais, Certes. enfin, voilà. C'est à peu près le seul bémol, quoi, en fait, que je ferais justement sur la partie son, quoi, en fait, du truc. C'est bon, oui, tu peux le faire, mais... Ouais, quand tu t'appelles Martin Scorsese, ça va, je pense que, enfin, t'as pas besoin de ce genre d'effet, c'est un peu facile, enfin, voilà. Mais bon, Et bref. Didi, continue. Pardon. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que donc Martin Scorsese, quand il vient tout juste d'avoir donc justement son diplôme de l'école de New York, il est monteur et assistant réal en fait sur un film à propos d'un petit festival de l'époque qui s'appelle Woodstock en fait, qui a été C'est un truc il y avait 20 voilà. personnes, je crois, c'est ça. Un petit truc sans voilà. Voilà. Deux guitares et 20 personnes. Et donc bref, c'est quelque chose qui l'a toujours plus ou moins intéressé puisque 10 ans plus tard, il se retrouve donc à faire le premier film de concert en fait qu'on connaisse et qui est La dernière valse de Last Waltz en fait en anglais, qui est un film juste monumental que je recommande de voir à tout le monde. En fait, entre guillemets, le pitch du film, c'est donc The Band. En fait, c'est comme ça qu'il s'appelait. En fait, donc le groupe, c'était donc des musiciens qui accompagnaient Bob Dylan en fait pendant ses tournées, etc. Qui décident de mettre fin donc à l'existence de The Band et qui donc font une sorte de méga concert en invitant en gros tous les potes quoi à venir faire un concert et un bœuf géant en fait sur scène. Donc le concert est juste monumental, c'est filmé par Scorsese, donc là je veux dire 2 super bonnes raisons d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire et de regarder le film là tout de suite maintenant. Voilà. Parce que bon quand même dans l'histoire on retrouve The Band, évidemment, il joue super bien. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que tout le film est super bien capté et surtout on retrouve en fait cette technique de Scorsese. Scorsese aime beaucoup les plans assez serrés. Il aime beaucoup saisir juste les visages, par exemple, quoi que ce soit. Et c'est très intéressant en fait dans la musique parce que quand les musiciens sont vraiment pris en fait par le truc, ça transforme leur visage en fait. Ils ont vraiment une expression. On pourra beaucoup en discuter par rapport à ça, mais bref, ça les change. Et le fait de vraiment saisir en fait, d'avoir un peu cette obsession quoi presque de Scorsese en fait de saisir vraiment des plans très serrés comme ça sert énormément en fait le film. On a vraiment l'impression de rentrer dedans, voilà, et plutôt que de on va dire faire quelque chose de très feignant et de juste prendre un plan large, regarder il y a tout le groupe. Non, lui en fait la caméra bouge un petit peu partout, elle est très mobile, elle fait vraiment voir tout un tas de choses, mais c'est hyper intéressant en fait. Et du coup c'est hyper intéressant pour un public on va dire de néophytes, mais aussi pour un public vraiment de mélomane qui peut regarder par exemple les différents instruments, la façon dont ils sont joués, etc. Enfin voilà, c'est hyper intéressant à plein de niveaux en fait, et c'est très bien capté aussi, le son est très très bien fait, enfin voilà, bref. J'arrête là. Du rêve. Tu me vends du rêve. Je pense que voilà. Je l'ai pas vu, mais du coup, tu me donnes vachement voilà, envie de le voir. Vous aurez compris. Ouais. Alors après, donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc The Band s'est permis de pas inviter que The Band, parce que bon, voilà, c'était un peu nul. Donc, évidemment, ils ont invité Dylan aussi, parce que bon, ils jouent avec, donc poteau, quoi. voilà. Ouais, mais il y a quand mal. même des noms un petit peu connus, style Neil Young, en fait, Ringo Starr. Par exemple, simplement. Van Morrison ou par exemple un petit dernier Clapton. Ah oui, je crois qu'il a un petit peu percé lui. Voilà. Hein, donc ça c'est pour les peu, ouais. c'est pour les plus connus. Il y a encore d'autres invités. Donc voilà, c'est vraiment un film à voir et éventuellement un film si vous aimez la musique, on va dire de rhythm and blues ou rock en fait des années fin 70 fin 70, c'est le film à vraiment voir. Enfin voilà quoi. D'accord. J'ai envie de dire, tu me permets ce petit mot d'esprit que c'est un film choral. D'accord. Okay, Ouais, bon, ouais, merci. voilà. Je te laisse continuer, Didier. Non, moi je t'ai laissé faire. Voilà, je suis poli.
Voilà. Donc après, comme la musique le lâche pas, en fait, Martin Scorsese, en même temps, en fait, dans ses autres projets, il a quand même fait New York, donc t'en as parlé. C'est quand même l'histoire donc d'un saxophoniste et d'une chanteuse. Donc là aussi, c'est pareil, la musique est hyper prégnante en fait pendant tout le film. Ça parle voilà vraiment de la musique et aussi un petit peu de la vie de galère des musiciens. Hein, c'est quand même Ce qui est pas parce mal. que du coup, ben évidemment, je pense que c'est quelque chose qu'il a un petit peu touché du doigt en côtoyant tout ce monde-là. Robert De Niro et Liza Minnelli. Pour les acteurs... Oui, pardon, non, ouais. je me permets de... Voilà, ouais. Jeter cette petite Pareil, touche. des acteurs pas connus. Enfin, Oui, c'est ça, des Voilà. petits jeunes qui débutent. Et d'ailleurs, dans la catégorie pas très très connue, en fait, ben après Scorsese a continué à travailler que finalement sur des projets avec des gens, voilà, super connus, puisque un des trucs qu'on lui connaît qui sont vraiment les plus, enfin le projet le plus waouh, c'est quand même le clip de Bad de Michael Jackson. C'est pas En vrai. fait, donc un court-métrage de 18 minutes. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais minot, mais j'étais quand même assez grand pour comprendre un petit peu ce qui se passait quand on voyait ça. C'était quand même une grosse baffe, quoi. Enfin, Moi qui suis pas fan de Michael Jackson, c'est vrai que c'est un des clips les plus marquants ouais, voilà, et les plus ouais, intéressants en tout cas, c'était- puis visuellement à Voilà, regarder c'est avec ça, ouais. Thriller, Ouais, mais ouais, c'est ouais. vrai que Bad avait un... Et on Bonne retrouve touche. d'ailleurs en fait cette particularité de faire des plans serrés, mais aussi en fait une autre particularité du du cinéma de Scorsese, qui est en fait il aime beaucoup les travelling. Quand la caméra bouge en fait comme ça en fait, et c'est vrai que dans Bad en fait il y a des travelling qui sont interminables et c'est génial. En fait. Ah bah, j'en parlerai dans la partie gangster Voilà. aussi, il y a des choses assez incroyables, Ah ouais, non, mais cinématographiques. enfin bon, ça c'était pour Mais ouais, ouais. placer mon petit truc de voilà, je m'y connais un peu en cinéma. Non, c'est quand même important. Pour mon ego. Donc après, le monsieur s'est quand même permis, voilà, de loin en loin, donc comme je disais, de continuer en fait. Je pense que c'est plus un peu quand il avait le temps entre deux longs, en fait, donc il s'est permis de continuer à faire des sortes de comment dire de docu un petit peu en fait ou de films concerts parce que du coup c'est un peu devenu son truc en fait sur les stars que je pense qu'il aimait bien en fait. Donc en 95 on a Nothing But the Blues sur Clapton. D'accord. En fait, Pas mal. hein, voilà un petit copain. peu. En 2005 en fait il a fait No Direction Home qui est qui est même le docu sur Bob Dylan en fait, il y en a beaucoup qui prennent ça en référence en fait comme voilà. Après c'est un travail, une sorte de projet un petit peu à plusieurs mains. Lui c'est surtout permis d'intervenir au niveau donc du montage etc. Mais voilà, c'est un projet qui est hyper intéressant. Là aussi, hein, si les fans, on pourra en parler ensemble si vous voulez. Il n'y a pas de problème. J'ai plein de choses à dire. Là-dessus. Non, puis je pense que ça peut, justement, quand on entend les gens qui, on entend ces gens-là, surtout les nouvelles générations, quand on dit Bob Dylan, quand on dit Eric Clapton, etc., c'est des légendes, machin, mais ils connaissent pas forcément vraiment le musicien, la musique, etc. C'est un peu vieux, ça fait musique de papy ou de papa, machin, tout ça. Mais on peut pas, c'est comme Mozart, ou Beethoven, ce sont des génies, de la musique, donc il faut, ça peut permettre de faire une porte d'entrée vers ces musiques-là et de mieux les connaître sous couvert d'un film, également. Pardon, je te bouffe la transition. Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est bon. Voilà, non, mais je trouve ça intéressant. Après, justement, je voulais venir en fait donc après il y a d'autres films qu'on connaît, des films docu donc sur les Rolling Stones, Shine a Light en fait qui revient sur leur tournée et un petit peu sur leur carrière. Ce moment-là aussi il y a de quoi produire hein, quand même. Et plus dernièrement en fait Living in the Material World avec George Harrison. Mais je voulais revenir un peu donc sur justement le thème que tu développais en fait. En 2004, Scorsese s'est mis dans une sorte de série en fait qui va donc la série voilà s'appelle Le Blues. Le blues, oui. Voilà. The Blues, a Musical Journey,
en anglais. Please. Et donc, si je me rappelle bien, il y a 6 épisodes en fait, et la série en fait, donc non content donc de chercher à aller donc vraiment dans les racines du blues, va vraiment chercher les chants tels qu'on les chantait dans les champs de coton, ce genre de choses. Mais en fait, elle va aussi de l'autre côté de l'océan Atlantique. C'est-à-dire qu'il fait un rapport entre donc du côté le delta du Mississippi où est né on va dire le blues américain, mais aussi en fait dans ses origines qui vont plus loin en fait au Mali et au Niger, avec donc des chanteurs et des artistes africains en fait, et c'est justement quelque chose d'hyper intéressant parce qu'au final ça permet une culture donc une musique très métissée en fait, qui joue donc entre la guitare et la kora. C'est magnifique. Et là aussi, enfin, si vous avez un moment, un petit peu de temps à consacrer à ça, alors le premier épisode est vraiment réalisé par Martin Scorsese. Le reste est juste, on va dire produit, enfin voilà, supervisé. Mais le tout, en fait, est vraiment d'une qualité absolument magnifique. Voilà, c'est vraiment super. C'est surtout super bien documenté. Et il y a surtout des morceaux qui sont vraiment, ben voilà, super. Entre autres, on retrouve aussi, ben voilà, des artistes comme John Lee Hooker ou Muddy Waters qui sont la base du blues, quoi. Enfin voilà, qu'il faut connaître. Mais aussi des gens donc comme Ali Farka Traoré, Toumani Diabaté ou Salif Keita. Qu'on n'associerait pas forcément avec le blues américain au départ, mais ça permet de vraiment vachement enrichir en fait ce qu'il dit lui en fait sur la musique, les origines du blues, etc. Et enfin voilà. Oui, de comprendre le lien entre l'Afrique, les champs de coton, etc. Éventuellement partir un poil sur le gospel, etc. Enfin voilà, c'est ouais. C'est intéressant donc, les racines. Voilà, et c'est surtout ça permet de d'ouvrir sur quelque chose dont il parle très peu finalement en fait, qui est plus parce que bon lui s'intéresse beaucoup plus à, on va dire, aux immigrés italiens ou quoi que ce soit, mais pas forcément en fait aux classes noires de l'Amérique. Et donc ça permet un petit peu de couvrir cette partie-là qui est pas très couverte en fait par le reste de sa carrière. Ouais. Moi j'ajouterais aussi sur là-dessus, c'est que le dernier épisode, l'épisode 7, qui s'appelle Plain Blues, est quand même réalisé par Clint Eastwood. Ah, j'avais pas vu ça. Comme quoi, c'est... Il a invité un copain, réalisateur amateur. Juste comme ça, c'est voilà. ça. C'est ça, voilà. Viens ici. Oui, il travaille avec des gens... C'est ça, juste des gens basiques. Légers, voilà. Donc ça, c'était la Minute Fatboy. Merci. Désolé si c'était un petit peu trop lyrique, mais voilà. Non, mais c'est bien parce que, tu vois, moi par exemple, je connais la partie film classique de Scorsese, mais c'est vrai que la partie musique, j'y connais... Enfin, je l'avais pas exploré. Je savais qu'il avait fait Bad, mais c'est le seul truc musical que je connaissais. Et là, effectivement, on sent, en plus d'un génie cinématographique, de réalisation, de narration, etc., il y a aussi vraiment ce côté musique et hyper mélomane et très finalement très pointu et très oui, par contre voilà. Une fois qu'on s'y connaît un petit peu et qu'on connaît ses goûts musicaux, quand on regarde ces films, on les apprécie différemment parce que justement en fait tu dis il cite ça, et en plus il cite pas une chanson comme ça prise au hasard un petit peu pour dire tiens style tiens, c'est joli, allez ça j'aime bien, enfin voilà. C'est un peu comme Tarantino, c'est quelqu'un qui aime beaucoup qui aime beaucoup la musique et qui aime bien la citer en fait dans ses films, et qui cite pas n'importe quoi du coup dans ses films. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, effectivement, tu parlais de Mean Street, Didi, tout à l'heure, et c'est vrai que dans Mean Street, c'est assez frappant, c'est un de ses premiers films, non, pardon, c'est Lia qui en parlait, voilà. Mais du coup, ça a permis ça permet de faire le lien. C'est que, dans Mean Street, qui pourtant est un film, on sent que c'est un film de début de carrière, qui est un petit peu, bon, il y a des défauts, il y a voilà. Mais au niveau de la musique, c'est
c'est effectivement la musique de l'époque qui est prégnante. On n'est pas dans le clip, mais la musique est un acteur du film aussi. Et ça se sent. Et effectivement, tu parlais par contre de Casino. Et là aussi, c'est pareil. Ça m'a, tu vois, c'est marrant ce que tu disais, Didi, tout à l'heure, parce que ça m'a rappelé un autre film, alors qui n'a rien à voir avec Scorsese, mais un film qui m'avait marqué par rapport à la musique, et justement l'évolution de la musique et l'évolution dans le temps. C'est un film québécois qui s'appelle Crazy, qui retrace l'histoire d'un garçon pendant toute sa vie. Et justement, il y a l'évolution des voitures, du mobilier, des vêtements, et aussi de la musique. Et la musique est aussi un personnage essentiel du film. Et là, c'est ça en fait. Scorsese adore ça. Merci beaucoup Didi, c'était super intéressant et avec plaisir. Surtout qu'on connaît pas forcément, comme tu disais, c'est vrai que c'est quelque chose finalement qui est assez sous-jacent, mais qui est très important. Ouais. Mais trop piné, trop bien fait pour que ce soit trop flagrant. En fait, c'est ça, ouais. Presque son défaut, c'est qu'il fait ça tellement bien, ça glisse, en fait, et on réalise pas forcément. Et médiatiquement, on n'en fait pas un battage non plus. Non plus. Enfin, c'est pas, alors, sauf les mélomanes, sauf ceux qui effectivement suivent ces musiques-là, mais sinon, c'est vraiment une partie, le côté obscur de la force de Martin. Alors en parlant de côté obscur, moi je vais vous parler des gangsters chez Scorsese. Ah, ça c'est important ça. Parce que dans la filmographie, il y en a pas mal, et c'est ceux qui ont beaucoup marqué aussi la filmo de Scorsese. On retient pas mal de ces films-là. Alors pas pour rien, parce que il connaît très bien cette partie gangster, cette partie et mafia avec l'Italie, Little Italy, etc. Et son oncle qui était un gangster, mais un mauvais gangster. Voilà. Alors justement, il y a le bon gangster, il y a le mauvais gangster. Et figurez-vous, Didier Elia, que oui, c'était pas mauvais. Et il sait très bien les filmer. Mais je vais pas commencer par ça, parce que je vais commencer par les différents types de gangsters qu'il nous montre dans ces différents films. Et ce qui est formidable, c'est qu'à chaque fois qu'il fait un film de gangster, il va nous montrer un nouveau type de malfrats et de gangsters. On va appeler ça gangster pour pas ça va être redondant, mais voilà. Alors que lui justement n'est pas redondant. Il y a toujours de la nouveauté. Alors il commence par Mean Street, donc on vient d'en parler, où là on est dans du gangster petite frappe, de la petite envergure, c'est des petits coups, des trucs, voilà, du gangster à la petite semaine, un peu, voilà, c'est pas des bonbons. Donc avec, alors on a un peu plus que des bonbons quand même, hein, mais voilà, c'est des petits coups, c'est je dirais pas que c'est de la racaille, mais on est juste la coche au-dessus, mais ça reste quand même un peu du bas étage. Et donc c'est le premier film qui a fait connaître De Niro et Harvey Keitel, qui sont mémorables là-dedans. Enfin voilà, ils sont super. On commence à sentir, ils sont tout jeunes en plus, ils ont pas une ride, ils sont tout jeuneaux et tout ça, même limite De Niro et trop foufou. Enfin voilà, on sent qu'il se lâche vraiment, qu'il a eu le loisir de se lâcher dans ce rôle de gangster un peu dingo là. En même temps, il date de 73. Hein. Ah oui, non, j'ai dit que c'était un des premiers. Donc voilà, on a ce côté petite frappe, petite envergure. Ensuite, on passe à la coche au-dessus. On a avec les affranchis, on a la mafia, mais pas celle de Coppola avec Le Parrain, mais la mafia moyenne, on va dire, la mafia j'ai presque envie de dire de tous les jours, mais c'est un peu ça, quoi. Voilà, c'est les affaires qui roulent, c'est tout se passe bien. voilà, et les affranchis. Donc ça raconte en fait l'histoire de quelqu'un, d'un type Ray Liotta qui n'est pas italien,
mais qui voit depuis sa plus tendre enfance les mafieux faire leur petit trafic sous sa fenêtre, et il rêve que de ça, de rentrer dans cette communauté-là, et au début il commence par des petites courses à la con, et il monte en échelon, et voilà, donc on a cette entrée en matière là-dedans, dans cette mafia, dans comment est huilée cette mafia, comment elle fonctionne, avec les parrains, avec ceux qui exécutent, les porte-flingues, etc. On commence à voir se dessiner un petit peu les différents personnages. Ensuite, on passe à quelque chose là du coup d'encore au-dessus au niveau fric, notamment brassage de fric, où on a le film Casino dont on vient de parler avec Didi, où là c'est une mafia sous-jacente avec toujours un De Niro en rôle principal, qui est un juif au milieu de la mafia italienne, et qui va par tous les moyens garder son affaire de casino, et éviter de tomber dans certains travers en tout cas de la mafia italienne. Et c'est donc pareil, c'est tout un parcours, mais ça j'en reparlerai un petit peu plus tard. On passe alors après à une autre mafia plus récente, qui est la mafia moderne avec le Loup de Wall Street. Moi je le classe vraiment dans les films de gangsters, même si c'est pas c'est des gangsters qui sont légaux. C'est pas annoncé comme tel, quoi. Voilà, c'est pas annoncé comme tel, mais c'est tellement flagrant, et c'est tellement bien montré en plus. Enfin voilà, c'est un des rôles où j'ai trouvé justement où il y a pas De Niro, mais où il y a DiCaprio, et DiCaprio est commence à avoir, pour moi, de l'importance dans ses rôles, et à avoir quelque chose, une vraie substance d'acteur dans le Loup de Wall Street. Il a pas attendu ce rôle-là, mais c'est vrai que ça le sort définitivement des rôles comme Titanic ou quoi que ce soit. Ça, c'est sûr. Ça fait un moment quand même pour la mais voilà, ça faisait un moment, mais Titanic, il faisait quand même le rôle de beau gosse, de jeune premier. C'est le truc à minette, quoi. Enfin, voilà, c'est. Je suis désolé pour les mecs qui aiment Titanic, je comprends tout à fait, mais c'est vrai qu'à la base, le film est vraiment un peu plus. Il y avait quand même Shutter Island entre temps, il y avait Inception, il y avait Django, il y avait. Il y en avait un paquet, je veux dire, ou Blood Diamond, Les Infiltrés, Aviator, oui, tout ça c'est avant. Tout ça c'est avant, mais... Arrête-moi si tu peux, on l'a sorti de Titanic, je pense, DiCaprio. Ouais, mais... Sauvez-le. C'est vrai, Sauvez le soldat DiCaprio. Mais je trouve qu'il y a quelque chose en plus dans ce film-là, enfin par rapport à DiCaprio, moi c'est un des films où je l'ai le plus aimé dedans, DiCaprio. Donc voilà, donc c'est le gangster moderne qui va piquer le blé. De toute façon, c'est toujours une affaire de pognon, qui va essayer d'estorquer le de la manière la plus ignoble possible et la plus cachée possible. Enfin voilà, c'est un film assez fabuleux de ce point de vue-là. Et il a exploré aussi le côté historique avec Gangs of New York. Alors je trouve que c'est pas un de ses plus réussis, Gangs of New York. J'ai trouvé ça un petit peu trop guignol. C'est le terme. Guignol, bam. Non, mais je veux dire, c'est... Ça pose. c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est un peu trop caricatural. Je trouve le film un peu trop caricatural, Gangs of New York. Il est intéressant, il est intéressant dans le côté justement la naissance des gangs, des groupes qu'on va retrouver après dans tous les films justement qui parlent de Harlem, qui parlent de Little Italy, de la mafia, etc. Mais là, on a justement ce côté historique, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop un peu trop caricaturé. Après c'est mon avis, hein, et je le partage. Très bien, partage. C'est important. On est là pour ça. Donc voilà, ces différents types de gangsters, ça apporte toujours une nouveauté, un truc en plus, un truc. Ah oui, tiens, c'est vrai que les traders à Wall Street, c'est des gangsters. Bah oui, tiens, c'est vrai. Ah, les enculés. Voilà, bon, bref. Pardon, j'ai dit un gros mot, je suis désolé, mais
c'est le mot juste. Et donc ensuite, en général, on suit dans les films de gangsters de Scorsese, on suit un personnage. On va suivre une période de la vie, l'entrée dans le monde des gangsters, donc suivant le type de gangster, l'ascension, l'arrivée au top et la chute. Et c'est très souvent ce type de narration-là. Donc on s'y attend. C'est vrai que quand on en a vu 1, 2, 3, 4, au bout d'un moment, on se dit, bon, voilà, là, ça va être... là, on est arrivé à peu près à l'ascension, puis là, ça va être la chute. Tiens, qu'est-ce qui va le faire chuter? Tiens, je pense que ça va être ça. Donc du coup, c'est un petit peu... Il y a juste ce côté narratif-là, cet axe narratif qui est un petit peu toujours le même dans les films de Scorsese, Bon... On accepte. Je dirais que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les films de gangsters en général, en fait. Finalement. Parce que sinon, on va tout de suite reprocher que c'est trop partial et ça montre un côté trop positif du gangster, tatitata, etc. Ce qui va en plus un petit peu déplaire, surtout aux Américains, et le fait qu'ils aiment bien, on va dire, les choses assez morales. Donc c'est vrai que en général, ils aiment bien quand le mec monte, oui, ok, pourquoi pas, mais surtout, faut qu'il se casse la gueule à un moment. Voilà, faut que les gens comprennent qu'il y a un risque en fait à devenir gangster et que les choses mises en jeu sont importantes et que voilà. Donc je pense que c'est plus une question de morale et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de films de gangsters, si c'est pas tous quasiment. Et alors le côté chute, oui. Voilà. Mais pas forcément le côté rentrer dans le monde en fait. L'ascension n'est pas forcément. Disons que ouais. Mais par exemple, dans Les Affranchis, c'est vraiment super bien montré. Ouais. Mais disons qu'après, au niveau, là, c'est plus une question de technique. En fait, c'est qu'au niveau narratif, c'est quand même beaucoup plus facile quand, en gros, tu suis un petit peu, tu rentres dans l'histoire en même temps que le personnage et t'es pas jeté comme ça dans quelque chose en disant tiens, au fait, salut, je m'appelle Fred. Tu vois, et voilà quoi. Parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué et surtout, en fait, ça crée pas du tout d'implication émotionnel avec le spectateur. Donc là en fait c'est vraiment quelque chose de plus c'est plus dans la technique, c'est vraiment de la cuisine, de la cuisine interne, mais pour moi ça me semble être plus quelque chose de l'ordre du évidemment pour rendre le truc un petit peu plus accessible, on va faire comme ça. Ah, c'est tout à fait vrai ce que tu dis Didi. Alors le petit truc en plus de la petite papade de Scorsese qui vient se rajouter par-dessus, c'est que il y a la voix off, c'est-à-dire que c'est le protagoniste qui raconte son histoire. À un moment donné, comme dans Casino, où la scène d'entrée du film, c'est De Niro, je vais pas spoiler puisque c'est la scène d'entrée, mais De Niro qui à un moment, donc on sent que c'est loin dans le film, en tout cas loin dans son histoire, il rentre dans sa bagnole explose, et il dit voilà, et là je me suis fait piéger, mais je veux vous raconter tout ce qui s'est passé avant. Donc je pas pour raconter la suite, parce que là on voit pas la fin, ce qu'on voit au début c'est pas la fin. Le type il spoil. mais voilà, mais en tout cas, c'est ça. Hop, j'arrive, je spoil. Voilà. il raconte la vie de ce personnage, que ce soit dans Mean Street, Les Affranchis, Casino, Le Loup de Wall Street, Gangs of New York, c'est toujours cette voix off prégnante, alors qu'elle peut être dérangeante. Elle peut être dérangeante au bout d'un moment parce que ça nous fait sortir un petit peu du film, parce qu'il y a quelqu'un qui nous raconte l'histoire. Bon, on aimerait peut-être, on est trop guidé peut-être dans l'histoire, quoi. Enfin, on est trop guidé avec le personnage, si tu veux. Ça va nous donner une empathie, une sympathie beaucoup plus directe avec le personnage que s'il n'y avait pas de voix off. Et puis en même temps, ça permet aussi de connaître les émotions du personnage. C'est-à-dire de voir comment lui l'a vécu, malgré le fait qu'on peut être empathique, qu'on peut être tout ce qu'on veut par rapport à lui. Avec cette voix off, on sait vraiment ce qu'il a ressenti à ce point donné, etc. Et je suis d'accord, Liam, mais du coup, le jeu d'acteur pourrait suffire à lui-même par rapport aux émotions. Surtout qu'il prend pas des perdreaux de l'année. Enfin, que ce soit des DiCaprio, des Harvey Keitel, et des De Niro à l'appel. C'est quand même. On l'oublie, mais tu parles justement de Casino, Sharon Stone.
Sharon Stone également, Parce bien sûr. qu'on donne que les Et Joe Pesci. Non, mais on donne que les personnages masculins, mais les personnages féminins aussi sont assez importants et enfin, là, en l'occurrence, Sharon Stone, par exemple, dans Casino, elle est juste géniale, quoi. Et elle est métamorphosée. Ouais. Donc, enfin voilà, bref, pardon. Ouais. Non, mais je t'en prie, mais je vais y venir après aux personnages féminins, mais je peux y aller tout de suite. C'est vrai que les personnages féminins, ils ont ils sont filmés, sublimés. Il n'y a pas de personnage féminin, en tout cas à ma connaissance, dans les films de gangsters de Scorsese, de personnages féminins qui soient dégradés, qui soient pas beaux physiquement ou moralement. Même les putes. Justement, Sharon Stone dans Casino, pour revenir à elle, elle a quand même un rôle. Elle a un sale rôle, mais je veux dire, elle est quand même, elle a un rôle, mais à cause de la drogue. C'est pas son rôle à elle, c'est pas son personnage. Je veux dire, il y a pas de personnage je vais encore faire dire un gros mot, mais Scorsese l'implique. Il y a pas le rôle de grosse connasse, en fait, du début à la fin. Et ça c'est assez marquant, mais en même temps il filme les femmes de manière toujours magnifique, même dans les pires conditions. On parlait de Taxi Driver, même si c'est pas un film de gangster, premier film de Jodie Foster, qui fait une pute qui a 15 ans. Elle reste quand même, et elle avait vraiment 15 ans, 16 ans, 13 ans en plus, oui c'est ça, 13 ans. Il y avait un psy qui venait lui demander entre chaque séquence, ça va, tu vas bien, tu te sens comment par rapport à ça? dire que c'est Je te jure que c'est vrai. Oui, non, il y avait vraiment un psychologue qui allait le voir entre chaque séquence, comment tu te sens? Ah non, mais il vaut mieux, hein, effectivement. Mais voilà, c'est une pute, mais elle a un côté innocent, elle a un côté candide, voilà, et un côté finalement beau. Hein, alors il y a peut-être, pour en faire le lien avec ce que tu disais Lia tout à l'heure par rapport à la religion, un côté Vierge Marie, voilà, où il y a la Vierge Marie, puis il y a l'autre justement Marie-Madeleine, merci, qui justement a ce rôle de plutôt grand cœur, quoi. Mais c'est une position ambivalente en fait dans toute la culture. Tout à fait. C'est que justement, effectivement, à la base c'est une pute, mais je veux dire, c'est quand même elle donc qui pleure. Enfin, c'est la pleureuse quoi en fait sur le corps du Christ. Et du coup, c'est un rôle hyper important dans toute la culture graphique surtout, sur tous les tableaux possibles et imaginables qu'on puisse imaginer, des crucifixions, etc. Voilà, ça c'est la minute culture. Mais enfin voilà, c'est Finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à ce niveau-là. Bien sûr. Alors c'est vrai que les films de gangsters aussi de Scorsese sont crus, ils sont cash, aussi bien au niveau des morts violentes. Il y a toujours à un moment, paf, une série de sang, de giclées de sang. Enfin, il y a vraiment des trucs qui sont vraiment limite gore. Quand par exemple dans Casino, je crois que c'est dans Casino où Joe Pesci tue quelqu'un avec un stylo, il enfonce dans la gorge. Enfin, c'est absolument dramatique. Quand ils éclatent la main du gars à coups de marteau. Voilà, à coup de marteau, la tête dans l'étau. Enfin bref, voilà. Il y a des scènes un petit peu qui sont. Alors c'est vraiment super costaud. Ça dure pas longtemps, mais on en prend plein la gueule pendant une minute. Plau. Voilà. Vaut pas avoir trop mangé avant. Quoi. C'est ça. Sinon on démange après. Mais c'est pas de la violence gratuite. On pourrait discuter là-dessus. Ben tu vois, moi c'est pas de la violence. Quand j'entends violence gratuite, c'est de la violence pour de la violence qui ne fait pas avancer le film, la trame narrative. Alors que là, à chaque fois, il y a c'est soit un moment de basculement, soit un moment crucial dans la vie de. Voilà. Moi, je comprends ce truc, et il y a pas de problème. Mais justement, pour en revenir à Casino, il y a un moment où il fait une ellipse et où tu comprends qu'en gros, il y a plein de gens qui se font zigouiller.
dans le film, tel que c'est présenté et tel qu'il a été pendant toute sa durée avant, tu verrais très très bien. Et d'ailleurs, il y a plusieurs scènes où tu vois des gens se faire foutre des balles dans le buffet. Enfin voilà. Et là, en fait, par contre, pouf, c'est pas montré. C'est que suggéré, et c'est pas montré. Et la suggestion fonctionne aussi bien, en fait, que le fait de montrer crûment. Après, c'est un choix Donc, cinématographique. alors là, il y a un choix cinématographique, etc., effectivement, mais enfin, l'un comme l'autre explique très très bien, en fait. Enfin voilà. Donc c'est pour ça, c'est là que je dis, il y a un parti pris, il y a vraiment quelque chose qui fait que voilà, c'est lui qui choisit en fait de montrer ça aussi crûment et je pense il y a quelque chose de délibéré quoi en fait là-dedans. Bah, je comprends ce que tu veux dire, Didi, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose, le côté moment crucial. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi effectivement des gens, des ellipses, des machins, mais c'est pas forcément un moment crucial. C'est bon, on a compris que c'était dans la routine, mais c'est pas un basculement, c'est pas un voilà. Bah, et c'est pour ça qu'il le montre peut-être de cette manière aussi violente en pleine gueule. Alors donc on a parlé du sexe, la femme, le corps de la femme nue, etc. Dans le Loup de Wall Street par exemple, où DiCaprio dans une des premières scènes sniffe de la coke sur le cul d'une pute, hein, c'est quand même assez sympa, hein, voilà, c'est faut dire les choses crûment, mais c'est ça. Et il y a bien évidemment le langage avec du fuck toutes les deux phrases, notamment dans ses premiers films, Mean Street, si vous le regardez en VO, c'est what the fuck of the fuck in the fuck of the fuck. Les Affranchis pareil, le Loup de Wall Street d'autant plus, et Casino également. Joe Pesci est le roi pour balancer ces mots-là de manière assez royale. Mais pour être passé dans des pays anglo-saxons, enfin c'est la vérité. Oui, il y en a partout, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, surtout quand tu commences à taper dans ce genre de milieu-là. Ouais. Voilà, enfin, il invente rien, il rajoute rien, enfin voilà. Non, mais du coup, voilà, il ne le gomme pas comme peuvent le faire pas mal d'autres films où on va gommer un peu, on va accentuer un petit peu le côté mort, un petit peu le côté justement trafic, drogue, machin et tout, mais on va gommer un petit peu pour pas se faire engueuler par la censure. Alors la drogue dans le côté gangster va toujours faire basculer du côté obscur. C'est-à-dire que c'est toujours la drogue qui les vols, tout ça, enfin tout le reste, toutes les autres commandements, j'ai envie de dire, sont passés à l'as, c'est pas grave, voilà, il y a pire que de voler 450 frigos ou de tuer quelqu'un. Par contre, la drogue, oulala, on n'y touche pas. Si jamais on y touche, c'est foutu. Un peu comme les codes des films d'horreur où il faut pas faire l'amour, où il faut pas, voilà. C'est dès qu'il y a la drogue, bing, pareil, ça zappe sur en général la descente aux enfers du personnage principal. En même temps, ça rappelle un peu son histoire personnelle, puisque ça a été un gros drogué qui a eu des périodes très très compliquées par cause de ça. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui le marque personnellement et qui veut se faire ressortir. Ouais, exactement. Ouais. Mais exactement. Mais tu fais bien de le dire, Lia. Non, mais tu fais bien. Du coup, c'est le côté bio qui est revenu. C'est ça. Biographie, hein, pas bio. Non, mais c'est ça, oui. Voilà. Mais ça vient justement, il met de lui dans tous ses films, et c'est ça que je pense qui donne autant de puissance à son œuvre. La hiérarchie aussi est toujours bien montrée au niveau de la mafia, et c'est toujours le grain de sable qui va venir péter toute cette horlogerie si bien montée. Quand on voit par exemple dans Mean Street, dans Les Affranchis, où tout roule super bien, les affaires entre guillemets mafieuses fonctionnent bien, puis d'un coup il y en a un qui se drogue ou qui veulent faire du trafic de drogue, comme dans Les Affranchis, alors qu'on leur dit, les vieux Italiens leur disent non, touche pas à ça, ça va foutre le merdier. Et effectivement, ça fout le merdier. Et du coup, tout le système est foutu en l'air.
Les politiques aussi, il les inclut dans les méchants. On est bien. Voilà, il les inclut dans les méchants, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que dans les salauds, dans les gangsters de Scorsese, il y a des gentils et des méchants. Donc on va avoir des gangsters gentils, en général beaucoup de sympathie pour eux, le héros, etc. On sait qu'ils font des trucs dégueulasses, même DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, on se dit plus que ça, oui. Voilà, mais finalement on se dit au bout d'un moment le pauvre quoi. On arrive à avoir ce côté oh merde, putain, il est arrivé dans cet état-là. Alors, je voudrais bien faire quelque chose pour l'aider. Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Enfin, quand on prend du recul, non, c'est juste pas possible. Mais voilà. Et à côté de ça, il y a quand même les salauds, les vrais méchants chez les méchants. Et les politiques font. J'ai pas d'exemple de politique qui soit dans les gangsters, qui soit gentil. C'est-à-dire que les politiques, c'est tous des pourris. De toute façon. C'est des politiques qui voient des gangsters, donc à un moment. Oui, mais il pourrait avoir, ça, tu vois, il pourrait avoir une once de présence d'esprit, de se dire tiens, et si je changeais mon fusil d'épaule. Non, comme le héros, comme certains autres personnages des films de Scorsese. Non, c'est vraiment des salauds quoi. C'est des pourris de base. Comme dans Casino, dans Gangs of New York aussi, avec le député là qui corrompt tout. Il peut à un moment changer de camp, puis non, il reste vraiment un gros con. Niveau cinématographique, et on va s'arrêter là rapidement. C'est que il y a dans ces films-là essentiellement du mélange entre la réalisation traditionnelle académique de Scorsese et des expériences qu'il va faire. Par exemple, il y a des plans super acrobatiques dans Gangs of New York où on va avoir des caméras qui vont faire des va-et-vient, on sait même pas, enfin il y avait vraiment des fois où on se demande comment il a pu réaliser ce genre de mouvement de caméra. Ils vont faire des grands travelling, enfin voilà, c'est vraiment des caméras vraiment super aériennes. Dans Les Affranchis aussi, il y a un moment quand il rentre dans un des casinos, enfin dans un des cabarets, où on a tout un plan séquence qui dure, je sais pas, plusieurs minutes, pour arriver jusqu'à, enfin on est dans la rue et on arrive jusqu'à une table devant la scène. Et c'est assez grandiose, et donc voilà, il y a ce genre de réalisation là, de plans assez incroyables. Il met beaucoup d'effets spéciaux aussi très invisibles, justement pour cacher ces mouvements de caméra invisibles, de ces caméras impossibles, mais ces effets sont pas nous sautent pas à la gueule quoi. On n'est pas dans du film de science-fiction ou du film fantastique, et c'est ça qui est intéressant. Enfin, je veux dire, il arrive à prendre justement cette modernité actuelle technique et à la mettre dans du cinéma traditionnel. Et il a aussi, au point de vue expérimentation, des caméras vachement osées. Je pense notamment à un plan dans Mean Street, donc film de 73, où on voit Harvey Keitel sous, et pour simuler l'ivresse, on a une caméra comme si c'était une GoPro. Et c'est assez, alors c'est assez classique maintenant. Oui, mais à l'époque c'était. Mais à l'époque, en 73, quand on voit le matos qu'il y avait, des caméras qui pesaient 1,5 tonnes, on se demande comment il a fait, et c'est vrai que ça donne vraiment cette impression d'ivresse, et dans beaucoup de films, il expérimente ce genre de petites choses. Il essaye des trucs presque avant-gardistes, presque vraiment expérimental, et c'est vachement intéressant justement ce mélange qu'il a cinématographiquement, et je pense que c'est ça qui fait aussi sa force dans les films, et sa puissance, son génie cinématographique, et c'est pour ça qu'il est reconnu autant que ça. Voilà. Je m'arrête là, mais j'adore ces films de gangsters, c'est terrible. Moi, j'aimerais faire une petite ouverture
parce que Martin Scorsese, donc on l'a vu, est un cinéphile aguerri et il s'y connaît plutôt très bien. Et en fait, il a fait un documentaire qui s'appelle Un voyage avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain, qui est disponible sur YouTube. D'accord. qu'il a réalisé avec Coppola. Donc Francis Coppola, Martin Scorsese, super documentaire. Allez-y, je vous Ça passe conseille, bien. il est vraiment très très bien. Voilà. Ok. Pour la Parfait, partie- donc ça c'est pour et puis pour les liens un petit peu, pour aller un petit peu plus loin si vous voulez explorer la filmographie de Scorsese. Et puis je mettrai quelques liens aussi dans les notes de l'émission pour vers éventuellement quelques documentaires, je crois qu'il y avait toute une série d'articles sur le site de Télérama. Donc ça, je les mettrai dans les notes de l'émission, histoire d'aller, si vous voulez vraiment aller un peu plus loin, si vous faites des études de cinéma par exemple et que vous citerez Multifocus dans votre mémoire. Allez-y, faites-le. Voilà, ça dans serait votre quand même thèse. très bien dans ces cas-là. Très très Et bien. voilà. Alors si on peut avoir une petite rémunération, Je vous hein, aime si- beaucoup. Voilà, nous inviter au cocktail. Voilà, bref. Et je te donnerai des liens aussi à rajouter sur la page pour toute la musique. Voilà, j'essaierai de trouver un maximum de liens vers les chansons et autrement les bandes annonces de films, documentaires qu'il a fait à propos de la musique. Eh ben super, merci beaucoup Doc. Merci beaucoup Oh. Titi, pardon. Voilà, la fatigue, c'est moi Doc. Voilà, je commence déjà à perdre les pédales. On n'est pas dans le caca. Heureusement que c'est la fin de l'épisode. Tout à fait. Et justement, fin d'épisode oblige, on va teaser un petit peu le troisième épisode, notre troisième émission. Et notre troisième émission, nous allons la faire, Lia, sur Les Oscars. les Césars et les autres ça va. récompenses et les autres cérémonies qui distribuent du diplôme à gogo C'est et ça. des médailles de bonne conduite à beaucoup de gens dans le cinéma. Donc on va en parler un petit peu puisque le 27 février il y a les Césars et le 28 les Oscars, donc ou l'inverse, je Non, sais c'est plus dans quel l'inverse. sens, c'est C'est l'inverse. Voilà, l'inverse. j'étais sûr de me gourer. Donc un jour près, on a les Oscars, les Césars, et puis on a d'autres, plein a les- d'autres, Les Golden Globes qui sont déjà passés, mais qui sont les aussi Golden intéressants. Globes, les BAFTA, Juste voilà. un peu. Donc on fera un petit peu d'historique là-dessus, etc. Enfin bref, tout ça c'est dans la troisième émission. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires sur le site internet de Multifocus. N'hésitez pas aussi à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire également sur iTunes, parce que puisque nous sommes sur le catalogue iTunes, de répandre la bonne parole et dire écoutez cette émission sur le cinéma, elle est géniale, les animateurs sont géniaux et on apprend On est plein de magnifiques. trucs et on a vachement Et puis, envie il y a d'aller moi. voir les films. Et puis il y a Didi. Il y a Didi, il y a Lia, il y a le Doc, il y a tout ça, c'est génial. Voilà, donc, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Je voudrais juste faire un petit hommage, enfin en tout cas un petit bonjour et un grand merci à un monsieur du podcast que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, et c'est un peu grâce à lui que l'émission existe. C'est monsieur Patrick Béja qui fait beaucoup de podcasts alors pas du tout sur le cinéma, mais sur la tech et sur les jeux vidéo, et qui m'a aidé un petit peu à monter techniquement aussi le podcast. Donc je le remercie, je lui fais un grand coucou, et voilà. Donc c'était la petite minute hommage. C'est bien. Voilà, Il en faut. il en faut aussi. Il en faut. Faut pas exagérer. Ouais. Et puis quand c'est des gens bien, il faut le dire. En plus. Et vous pouvez le retrouver sur son site frenchspin.fr. Voilà, avec toutes ces émissions. Nous, c'est donc bien évidemment sur multifocus.fr également. Ah bon? Et, oui, on a un site internet, Didi, on va peut-être te mettre à la page. Ah bon? Et on vous remercie de nous avoir suivis. Merci Didi pour tous ces éclaircissements au niveau de la merci à vous. musique. Et merci Lia pour toutes ces infos aussi sur notre amie Martine. Merci à toi, très cher Doc, d'avoir animé cette émission et de l'avoir très bien fait. Mais je vous en Bravo. prie, à votre service. Et merci à Ger aussi, qui a été notre ingé son aujourd'hui, et qui n'a rien dit, mais en tout cas... C'est important de participer. Merci à Léon aussi. Oui. Oui, Léon le chat, si vous avez entendu un chat miauler, eh bien c'était Léon. Voilà.
Merci beaucoup et au mois prochain, à la prochaine émission de Multifocus. À bientôt, bye bye. Bisous. Bye bye. Shake the booty daddy, wow, see ya!